Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, qui a annoncé que le conseil d'administration discutera mercredi prochain un nombre de résultats des séances du dialogue pour les soumettre immédiatement au président de la République. Rachwan a souligné que 13 des 19 comités du dialogue national ont formulé des propositions et des recommandations spécifiques concernant leur sujet, y compris des propositions législatives et d'autres de nature exécutive. Le coordinateur général a ajouté que la plupart de ces comités ont tenu des réunions intensives au siège de l'Académie nationale de formation en présence d'intervenants de diverses parties et d'un certain nombre d'experts et de spécialistes. Les recommandations et les propositions relatives à leurs thèmes respectifs sont actuellement en préparation pour être présents au conseil d'administration mercredi prochain pour l'approuver avant de les soumettre au président de la République pour prendre ce qu'il jugera opportun à son sujet, a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé l'importance du rôle vital du ministère de la Santé, surtout concernant l'allègement du fardeau des patients nécessiteux en leur fournissant un traitement aux frais de l'État et en soutenant le traitement gratuit et en mettant fin aux listes d'attente des patients qui ont besoin de chirurgie urgente. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghafar, pour examiner les projets entrepris par le ministère de la Santé. Les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre a fait le point sur les projets du ministère de la Santé portant sur la promotion des services médicaux prestés aux citoyens et l'actualisation des règlements régularisant le travail dans tous ces secteurs. Au cours d'une réunion mardi avec le ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, le chef du gouvernement a réitéré l'importance d'adopter les meilleures pratiques mondiales dans le domaine des soins thérapeutiques en vue d'augmenter les indicateurs de convalescence et prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles. Il importe d'améliorer la performance des équipes médicales au niveau scientifique, technique et matériel et échanger les expertises dans les domaines des recherches et de fournir le matériel nécessaire aux hôpitaux et entités relevant du ministère, a fait savoir M. Madbouli. Le ministère de la Santé est en charge de 360 hôpitaux, y compris 161 centraux, 52 publics, 145 spécialisés, en sus de 5 462 unités de soins primaires, et de préciser que le ministère œuvre à améliorer les services prestés aux patients, définir une valeur équitable aux soins dans les cliniques et les départements internes. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a réitéré l'intérêt qu'accorde le comité ministériel arabe de contact consacré à la Syrie à la poursuite de sa mission pour aider à résoudre la crise syrienne, à offrir l'aide au peuple syrien et à préserver l'unité et la sécurité de ce pays. Choukri a fait cette déclaration lors de son entretien avec son homologue syrien, Faisal Al-Miqdad, en visite au Caire, où il a participé à la réunion du comité ministériel arabe de contact consacré à la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères a souhaité que ce comité parvienne à réaliser les objectifs escomptés de cette réunion. Choukri a été informé par M. Al-Miqdad des derniers développements en Syrie et des efforts déployés par le gouvernement syrien en vue de résoudre les problèmes du retour des réfugiés, de la lutte contre le terrorisme et du trafic de drogue. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu une réunion avec ses homologues jordaniens, Ayman el-Safadi irakien, Fouad Hussein, dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre leurs pays.
Cette réunion intervient en marge de la tenue au Caire du comité ministériel arabe de liaison chargé du dossier syrien. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la réunion visait à suivre de près les projets de coopération et de complémentarité stratégique entre les trois pays. Le porte-parole a ajouté que les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak se sont mis d'accord à se rencontrer en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain pour étudier les moyens de faciliter la mise en exécution des projets de coopération tripartite. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a également examiné hier avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, les moyens de renforcer les relations bilatérales. Et ce, lors d'un entretien tenu au siège du ministère des Affaires étrangères. Selon le porte-parole de la diplomatie égyptienne, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, les deux ministres ont aussi examiné les moyens de poursuivre la coordination entre le Caire et Riyad et d'échanger les visions concernant les différents dossiers et crises de la région. Le fleuve du Nil était autrefois bien plus qu'une source d'inspiration mythologique. Grand site scientifique dans l'Antiquité, il a servi de repère chronologique au peuple égyptien pour la création de son propre calendrier. L'apparition de l'étoile Sirius à l'est était un signe annonciateur de la crue du Nil, événement qui tombait le 15 août selon le calendrier moderne. Par ailleurs, la crue marquait le début du Nouvel An dans l'Égypte antique. La nouvelle année comptait 3 saisons, à savoir inondation, germination et récolte, chacune s'étirant sur une période de 4 mois. En raison de l'importance de la crue du Nil, les ancêtres égyptiens avaient créé 2 nilomètres à Assouan afin de mesurer la hauteur des eaux. Le point. Le Nil était autrefois bien plus qu'une source d'inspiration mythologique. Grand site scientifique dans l'Antiquité, il a servi de repère chronologique au peuple égyptien pour la création de son propre calendrier. L'apparition de l'étoile Sirius à l'est était un signe annonciateur de la crue du Nil, événement qui tombait le 15 août selon le calendrier moderne. Par ailleurs, la crue marquait le début du Nouvel An dans l'Égypte antique. La nouvelle année comptait 3 saisons, à savoir inondation, germination et récolte, chacune s'étirant sur une période de 4 mois. En raison de l'importance de la crue du Nil, les ancêtres égyptiens avaient créé 2 nilomètres à Assouan afin de mesurer la hauteur des eaux. Selon la mythologie ancienne, la crue du Nil n'était autre que les larmes d'Isis, qui pleurait la mort de son bien-aimé mari Osiris, tout en tentant de reconstituer son corps, dépecé par Seth, son frère maléfique. Certains récits racontent qu'à cette occasion, les Égyptiens effectuaient un sacrifice humain, puis jetaient dans le fleuve la fiancée du Nil. Mais il n'en a rien. À la place, les Égyptiens y déversaient des figurines en bois d'amant, mout et consou, ainsi que du pharaon en place pour qu'elles remontent à contre-courant jusqu'à Karnak et atteignent ainsi la source du Nil, l'origine de la crue. Ce rite était pratiqué en témoignage de gratitude, de respect et d'appel à la prospérité continue. De nos jours, marchant dans les pas de leurs ancêtres, les Égyptiens célèbrent toujours la fête de la crue du Nil en mettant à flot sur le Nil des bateaux conçus comme autant des pharaons. Décorations fleuries, chants et danses enjoués et costumes colorés sont au rendez-vous afin de remercier ce grand fleuve pour sa loyauté et lui jurer fidélité. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci.
Nous avons hérité cette histoire concernant la fête de la fidélité du Nil ou la loyauté du Nil, si on peut l'appeler. Nous savons que c'est lié à la crue du Nil. Et nous avons aussi hérité ce mythe selon lequel les anciens Égyptiens jetaient une jeune fille dans l'eau du Nil pour payer au Nil sa en guise de fidélité au Nil, pour payer au Nil son abondance. On aimerait en savoir plus sur la réalité de cette histoire. Eh bien, l'histoire, elle est très intéressante, car l'Égypte, elle a toujours fait des statuettes concernant les dieux, les déesses, les tombeaux, les shawafis, les serviteurs et tout. Alors de là que la poupée égyptienne était un élément d'une grande importance dans notre culture, dans nos habitudes. Et les Égyptiens, oui, ils jetaient cela dans le fleuve et ça continue pour toujours. Et le fait que nous, on continue à la tradition, on a trouvé que quand on a traversé de l'époque de l'Égypte ancienne à l'époque grecque-romaine, on jetait une sorte d'icône et des reliques des saints. Et on appelle ça même le doigt du saint, Osba. Et la fête a été toujours célébrée de ce genre. Et les Égyptiens vont vers le Nil et ils vont faire cette donation exactement comme si à l'époque d'Abraham et Isaac, vous faites une offrande, comme si l'humanité offre soi-même. Et cette humanité qui offre soi-même à l'esprit du ciel, à un moment donné, on a symbolisé l'être humain par l'animal, et à un autre moment, on l'a symbolisé par la poupée. Et de là qu'elle a continué jusqu'au dernier temps. Et on n'a jamais arrêté vraiment de faire une célébration avec une offrande qui se jette dans le fleuve du Nil. Oui. On aimerait en savoir plus sur les saisons parce que apparemment les saisons ou la manière dont le calendrier était façonné différait évidemment de nos jours. Et donc nous savons qu'il y avait la saison de la crue, la saison de la récolte et autres. Comment était la répartition des saisons? Alors l'Égypte ancienne, effectivement, elle a un avantage sur le monde entier, c'est qu'elle a créé le calendrier même. Et dans ce calendrier, on avait 3 saisons. La saison de Shemou, celle qui démarre le 16 mars jusqu'au 13 juillet, et une deuxième saison qui s'appelle Achet, elle démarre le 19 juillet jusqu'au 15 novembre. Et la troisième saison, c'est Peret, qui démarre le 16 novembre et qui finit le 15 mars. Dans le calendrier égyptien, nous, on avait les 12 mois de l'année. Et ça, c'est un avantage, mais ces 12 mois n'étaient pas une année solaire, étaient plutôt un cycle nilique. Ça veut dire, c'est la fête qui démarre aujourd'hui en Égypte, celle qu'on démarre, la fête du fleuve. Alors, les 12 mois étaient en tout cas 30 jours chacun, et le mois était divisé en 3 décades. La décade, c'est les 10 jours. Et les textes astronomiques ont subdivisé le ciel nocturne en 30 décans. Et en suivant bien sûr le lever de constellations à certaines heures de la nuit. Et chaque décan représentait une décade dans le calendrier. Et les mois étaient regroupés en 3 saisons, comme on l'a bien mentionné. Et c'est comme ça qu'on peut faire un petit descriptif le concernant. Et l'Égypte avait les jours et les heures aussi bien dans son calendrier. Et tout a été numéroté. Et les règnes ont toujours marqué le début de leur règne, que ce soit le premier jour des Nouvel An. Et c'est comme ça qu'on l'a bien décrit à l'époque. Concernant, si vous désirez savoir les mois même que l'Égypte avait connus, nous on avait le mois de Thoth, le mois de Paoufi, le mois de Atir, le mois de Chouak, le mois de Tibi, le mois de Méchir, et ça continue jusqu'à qu'on arrive à faire nos 12 mois. Donc, par exemple, on est en plein cœur de ce mois-ci, qui démarre le 19 juillet et qui finit le 17 août. Le mois de Paoufi, celui qui démarrait le 18 août et qui finissait le 16 septembre. Et comme on l'a bien dit, il y a Atir, Chouak, Tibi, Méchir, puis Pamenos, oui, je me rappelle,
par Memoti, par Pachan, et Païni et Pifi. Et le dernier mois, ça va être le mois de Mésor, celui qui démarre le 14 juin et qui définit le 13 juillet. Et nous aussi, on avait bien sûr ce qu'on appelle les jours épagomènes. Alors, vu qu'on a bien décrit 360 jours et on a 5 jours qui vont intercaler après la fin du mois de Shemou, qu'on appelle aussi bien les jours néfastes, nous, on les a considérés comme les anniversaires pour les dieux Osiris, Seth, Isis, Nephthys, aussi bien que Horus. Et on avait aussi bien ce qu'on appelle le système de décalage. Alors, ce système très simple avait des avantages certains. C'est que, vu les mois qui avaient de longueur égale, et les semaines, bien sûr, elles chevauchaient, et avec les mois et avec les années, et de là, le seul grand reproche que nous en avions sur ce système de calendrier, c'est l'absence des années bissextiles. Et de là que nous en avions un jour d'écart à tous les 4 ans, ce qui a fait qu'à tous les 1360 ans, nous en avions la retrouvaille des deux calendriers, le calendrier que nous en pratique, avec le calendrier qui se trouve en écriture concernant les événements de l'année. Alors, c'était vraiment progressif et voilà que les deux se retrouvaient. Concernant le jour de l'an, nous on le considérait, avec bien sûr cette fête que l'on célèbre aujourd'hui, c'est la fête du lever du Sirius, que nous on nommait à l'époque Sobdet. Et lui, il coïncide avec le jour de l'an, et de là que la célébration elle-même, elle a été pendant 2 semaines à l'Égypte ancienne, et c'était un jour férié. Et l'Égypte, elle célébrait, bien sûr, à la base de l'observation des astres. On avait les prêtres astronomes qui regardaient et qui surveillaient tous les voyages dans les cieux. Et si vous voulez faire une comparaison, bien sûr, avec le calendrier actuel, alors le calendrier actuel, qui est un calendrier solaire, il est originaire de notre calendrier. Car quand il a voyagé dans l'Empire romain, ils ont trouvé qu'il est très pratique d'avoir un calendrier dont tous les événements à l'intérieur duquel elles se répètent. Et d'ici que cette répétition de ce cycle, elle a été d'une très grande importance, mais elle a été remplacée d'un calendrier concernant l'astre Sirius et les débuts de l'an avec la fête du Nil, pour que ce soit avec la fête de Jules César et le calendrier julien sur une base solaire. Et l'Égypte, bien sûr, quand nous on démarre avec l'astre Sirius, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle d'inondation, qui est bien sûr celui de la crue du Nil, et qui était, on peut dire, un résultat actuel qui démarre après la saison de la moisson. Alors, l'Égypte, elle avait bien sûr les prédictions concernant l'arrivée du fleuve du Nil. Est-ce que les eaux vont être fortes? Est-ce que les eaux vont être faibles? Et de là que le fait qu'on célèbre avec une fête et on jette les statues de Dieu pour bénir le fleuve, nous on a considéré cela, on peut dire, une arrivée d'un bonheur, et aussi bien qu'avec le Nouvel An, nous on a célébré le dieu Hapi, qui a été aussi bien célébré à cette époque. Et les grands prêtres attendaient ce phénomène pour, on peut dire, pour déclarer le lever héliaque de l'étoile Sirius. Et en effet, on peut dire que c'était très visible pendant un certain temps que l'Égypte avait le meilleur cycle du monde entier pour ce sujet. Et tous les Égyptiens, ce jour-là, s'échangeaient leurs vœux et on se faisait les cadeaux à l'époque de l'Égypte ancienne. Et c'était l'occasion pour le pharaon pour montrer sa force, sa vitalité, ses dieux favoris. Il offrait les cadeaux, bien sûr, très prestigieux pour les temples. Il offrait aussi bien les statues en ivoire ou en ébène, les pierres précieuses. Et le plus important, qui a continué toujours, ce sont les statues, on peut dire les statuettes dorées, qui ont été offertes, aussi bien que les armes. Alors, les pharaons, pendant cette période, avaient des cadeaux très extraordinaires qu'ils offraient. Et les plus modestes des offrandes aux dieux s'échangeaient, bien sûr, avec des petits présents, comme les vases, les petites gourdes du Nouvel An, qui étaient remplies de l'eau sainte et qui a été bien sûr puisée de l'eau de notre fleuve.
Alors, Oui. nous, on trouve aussi bien que pas mal de Monsieur parents... Simon Sayer, bien sûr, on est vraiment passionnés et on aimerait en savoir plus, mais malheureusement, il est temps de vous remercier pour votre intervention et de souhaiter à notre public une excellente fin de journée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.